Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Messieurs, dames, le gros, bah oui, je suis en avance pour deux raisons. À 18 h, vous le savez, voilà, je suis chez le camarade Idriss Aberkane, qu'on salue, qu'on embrasse, donc faut être à l'heure, c'est normal. Là, t'as invité chez Aberkane, j'ai mis une chemise, tu bricoles, donc voilà. Alors attends, putain, on me dit le micro, oh, j'en ai plein le cul de ces histoires de micro. Comment ça va pas ou ça va? Ah, attends, j'ai touché à des trucs. Allô? On est bien ou pas sur le micro? Allô Houston à la base. Est-ce que ça va? J'ai aucune idée, moi, pourquoi. Ça a coupé, mais c'est revenu. C'est bon. Bon, bah voilà, impeccable. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, à 18 h, deux passages chez l'ami Idriss Aberkane. Ça va être chouette. En plus, un débat sur Trump, sur les États-Unis. J'ai travaillé mon Trump, j'ai travaillé mon Donald. Et j'espère, voilà, pouvoir vous offrir un vrai débat. Là, je vais représenter l'équipe juste milieu. Là, je représente la famille. Donc, je vais arriver, on va faire du juste milieu. Moi, je vais pas... Trump, c'est pas génial. Je pense même que c'est de la merde. Alors, comme avant. Mais voilà, c'est un peu l'idée de ce que je vais vouloir défendre ce soir, les copains. Donc, 18 h chez Idriss Aberkane. Et forcément, on va prendre le temps ce soir. Je voulais absolument prendre le temps parce que on va parler d'un livre. Les amis, Les Juges et l'Assassin, vous savez que j'aime ça, vous savez que j'aime les bouquins. Et là, on a des bombes, on a des révélations, on a des bombes. Alors, vous inquiétez pas, vous connaissez la guinguette. Je dis pas ça pour qu'il y ait de plus en plus de monde, de je sais pas quoi, de machin. C'est pas du teasing, c'est pas du racolage. Véritablement, je suis allé m'acheter, je vous raconte un peu l'histoire. Je suis allé m'acheter le bouquin hier, sortant du boulot. C'est pour ça que je suis parti un peu vite. Il y a la Fnac de Lausanne, il ferme pas trop tard. Donc, le temps que je déboule là-bas, je voulais absolument shipper mon exemplaire. Je suis arrivé, bonjour monsieur l'âme, voici ça, baf, j'achète le livre, et en attendant ma mieux, parce que bon, je vous raconte un peu ma vie, on a le temps, elle m'avait fait une surprise, c'est mignon comme tout, non mais c'est l'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise, elle me dit, ouais, jeudi soir on fait un truc, t'es pas au courant, j'étais pas au courant, on allait dans un club de jazz, et moi j'aime le jazz. Donc magnifique, club de jazz à Lausanne, qu'on embrasse, le Jumeau Jazz Club, voilà, c'est super, c'est sympatoche, c'est le jazz, comme ça, putain, c'est extraordinaire. Donc voilà, super soirée, bravo évidemment au Jumeau Jazz Club. Hier, on a eu droit à, je vais donner le nom parce que ça fait plaisir, en plus c'est des jeunes qui font ça. Je me rappelle plus le nom parce que c'est un truc un peu chelou. Merde, attends, il n'y a plus le nom. Aïe, comment qu'il s'appelle c'était quoi? C'était 23. Attends, bouge pas. Non, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, Kinora Sextet, ça s'appelait. Voilà, Kinora Sextet. C'était chouette, c'est vraiment super moment de jazz, on s'est régalé. Mais bon, bref, en attendant ma milieu à l'aéroport, j'ai commencé à feuilleter le bouquin en me disant, tiens, je vais en parler aux copains la semaine prochaine. Je vais faire un petit, voilà, on va décrypter ce bouquin, je vais vous faire une petite recension, comme on dit. Et j'ai démonté le bouquin ce matin. J'ai fini de le lire ce matin, je l'ai dévoré. Alors, c'est 400 pages, faut quand même le bricoler. Et il y a beaucoup de choses, les amis. Donc, l'émission d'aujourd'hui est dédiée à ce débriefing, les copains, à ce bouquin. On va revenir sur toutes les révélations et on va aller vers un coup de gueule, vers un énorme coup de gueule, parce que j'ai un coup de gueule à faire. Bon, vous allez voir pourquoi, c'est toute l'idée de la vidéo. Est-ce que tout le monde va bien en amont? Voilà, avant de parler de tout ça, Marcel Amont, qu'on embrasse, c'est la trompette, évidemment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en forme, les amis? C'est le plus important. On est vendredi, ça y est, on est à une semaine du tournoi Destination. On n'a jamais été aussi proche, et ça fait plaisir. On a eu une semaine de France-Galles, pas la chanteuse, mais évidemment, France-Galles, le match de rugby. On va déchirer les Gallois au début du tournoi, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On en reparlera la semaine prochaine. Je me ferai des petits plaisirs de vous parler un peu de rugby. Ça me fait plaisir de vous partager ça. Et puis, il y aura des choses à dire. Voilà. Est-ce que le choix d'Hugo Radou, voilà, avec l'affaire qu'il y a non seulement, et puis même en termes de poste, est-ce que voilà, pour remplacer Flamand,
blessé, Thibaut Flamand blessé. Je pense pas que ce soit la bonne idée, mais bon, on va pas en parler aujourd'hui. On a un timing serré, hein, je l'ai dit. Hein. On a un timing très serré. Très, très serré. Pour ça, je peux pas prendre trop de temps. Hein. C'est très serré, tu vois, comme je viens de dire. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien, les copains? Dites-moi un peu dans le chat. Il y a Brigitte351 qui dit bisous du Portugal. Ça, c'est magnifique. Vive le Portugal. Kido421 qui va être ban à vie, évidemment. Qui nous dit moi, ce soir, c'est côte de bœuf, sauce à la moelle et gratin dauphinois. Donc, ouais, ça va. Alors, par contre, non. Par contre, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de dire ça à quelqu'un en surpoids qui part pour 3 heures d'émission en direct. Et tu me parles de côte de bœuf. C'est des manières, ça? Attention quand même, parce que c'est quand même un complotiste. Ah non, parce que ça peut m'énerver. Hein. Toi, t'es pas passé loin du bannissement à vie, toi. Attention quand même, que je signe pas un décret. Ça m'a donné envie de signer des décrets, moi aussi. Parce que comme Trump signe des décrets qui vont servir à rien, hein, rendez-vous à 18h, ça me donne envie d'écrire des décrets aussi. Bayard 92 qui dit Rémi, grande découverte, jazz, Gogo Pingouin. Attends, c'est quoi Gogo Pingouin? C'est le nom du groupe? Sérieux ou c'est une blague? Ah non, c'est sérieux. Gogo Pingouin, un groupe de jazz originaire de Manchester. Ah ben, je vais noter ça, je connais pas du tout. Gogo Pingouin. Le nom est dégueulasse, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Kido 421, le décret code de bœuf, ça c'est bon. C'est vrai que ça, ce serait pas mal. Code de bœuf obligatoire, maternelle, paf. Pour relancer l'économie et le poids. Hein. Relancer le poids, évidemment. Balance ton bœuf, c'est drôle, voilà. Bobier. Ouais, mais ça, par contre, vous allez me l'échanger, c'est pseudo. Parce que là, je suis à ça d'un coup de gueule. Hein. Le mec, il a mis Bob. Bon, ça, Bob, ça va, j'arrive à lire. YEWJR. Comment tu veux que je me débrouille avec ça, déjà? C'est quand même fou. Quand même dingue. Voilà, et là, tu vois, je sens dans mon tube digestif, tu commences à sentir que j'ai faim. Et ça, c'est pas bon. Et je ne vous remercie pas. En responsabilité. Voilà. Je ne vous remercie pas. Alors, les amis, on va attaquer tout de suite le gros sujet du jour parce que je veux prendre le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. De bien papoter, de bien vous présenter tout ça, les amis. Nous allons donc parler de ce livre qui risque de beaucoup faire parler, Les Juges et l'Assassin de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les 2 journalistes du Monde. On a des révélations dingues sur la période Covid-19. On a des bombes qui sont sorties dans ce livre et j'aurai un énorme coup de gueule à vous proposer à la fin parce que vous verrez. Parce que vous verrez, les amis. Alors, on va décrypter ce bouquin, vous savez, à la manière juste milieu, à la sauce juste milieu. On va faire le point sur tout ce qui est dit. Il y a des révélations assez dingues, il y a des pépites, il y a vraiment des choses qui sont on hésite entre rire et se taper le cul par terre. On a beaucoup de choses, les copains, sur le Covid-19. Et pour la petite parenthèse, vous le savez, hein, bien évidemment, il ne faut surtout pas manquer de prudence, manquer de vigilance. Il faut garder l'esprit sur le dossier Covid. Le temps passe, mais notre intérêt ne doit surtout pas passer. On ne doit pas laisser tomber tout ce qui s'est passé. On ne doit pas leur laisser le champ libre après toutes les folies auxquelles nous avons eu droit. Donc c'est très important de parler de ce sujet-là de manière régulière. On essaie de faire tout le travail nécessaire hein, sur Juste Milieu. On a un dossier, voilà, vous avez été déjà des milliers à le télécharger, et ça nous fait très plaisir. Un dossier sur les effets secondaires. C'est l'ami Pierre Chaillot hein, qui a fait ça de la chaîne Décoder l'écho, on embrasse. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez. Vous avez le lien en description de cette vidéo si vous regardez sur YouTube. On a republié évidemment ce passage. C'est très important si vous voulez recevoir un peu des informations sur les statistiques des effets secondaires. Donc, ce livre nous permet de reparler de la période Covid. Alors, quelques éléments de contexte avant de décortiquer. J'ai tout préparé. J'ai mon script, vous allez voir. Il y a des parties, des sous-parties, des sur-parties. Ça va être super. Ça va être super, les amis. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont les auteurs de ce livre, sont 2 journalistes du Monde. On peut dire journalistes d'investigation. Ce sont ceux qui ont publié des bouquins comme Un président ne devrait pas dire ça sur François Hollande, Sarko m'a tué sur Sarkozy. Plus récemment, Le traître et le néant, un bouquin extraordinaire, en tout cas très riche en révélations, si vous voulez, qui n'a pas déclenché d'affaires dingues, mais très riche en révélations sur les coulisses de la Macronie. Et les 2 journalistes sont donc revenus avec Les Juges
et l'assassin, un bouquin sur les coulisses du Covid, c'est-à-dire sur les premiers mois de la gestion Covid-19, les premiers scandales, les premières contradictions et ces poursuites de la Cour de justice de la République à l'encontre de plusieurs personnalités politiques qui étaient aux manettes au début du Covid, à savoir Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran et quelques autres. Alors, ce bouquin, il faut donner quelques éléments, un peu le contexte de l'ouvrage. Ce que nous expliquent les auteurs, c'est qu'ils se sont concentrés sur l'enquête de la Cour de justice de la République, une enquête assez dingue, assez dense, et les deux auteurs nous expliquent qu'ils ont été approchés, alors qu'ils faisaient quelques articles d'enquête pour Le Monde au début de l'année 2020, ils ont été approchés par une source dont le nom n'est pas donné, la protection des sources qui est à la base du journalisme, et cette source leur a permis de mettre la main sur l'intégralité quasiment du dossier d'enquête de la Cour de justice de la République. On parle d'environ 1 million de pages. On a les SMS, les mails qui ont été échangés, des notes qui ont fuité de membres du gouvernement, bref, tout le dossier d'enquête de la Cour de justice de la République, en très grande partie. Alors, on a, si vous voulez, sur la Cour de justice de la République, il faut donner quand même quelques éléments qui sont importants pour comprendre ce dont on parle. Vous le savez, la Cour de justice de la République est une sorte de Pascal le grand frère pour les ministres, la seule autorité judiciaire en France habilitée à poursuivre des personnalités politiques, même si cela se fait dans un contexte curieux, voilà, qui est quand même assez curieux. Je vous explique ce que lisent les auteurs. T'as vu, j'ai tout surligné, j'ai tout bricolé, j'ai tout machin. Les auteurs nous disent: la Cour de justice de la République, créée en 1993, se distingue par son opacité structurelle. Ainsi, contrairement aux juridictions de droit commun, la CJR n'autorise aucune constitution de partie civile. Concrètement, même si cela peut sembler aberrant et injuste, les plaignants, en l'occurrence les victimes et leurs proches, pas plus que leurs avocats, n'ont accès à la procédure, comme s'il fallait s'assurer que jamais personne ne sache ce qu'il se trame dans les alcôves du pouvoir lorsqu'il est soupçonné d'avoir fauté. Donc, voilà ce qu'est aussi la Cour de justice de la République. Il faut quand même le rappeler. Au moment où je vous parle, la Cour de justice n'a condamné personne, me semble-t-il. Aucune personnalité politique n'a été condamnée à des peines de prison, par exemple. Il n'y a jamais eu de condamnation d'ampleur par la Cour de justice de la République. Donc on est sur un truc opaque, et le dossier d'enquête lié au Covid n'était pas censé sortir. Donc c'est à la base de ce bouquin. Ce qui fait que j'avais des attentes assez extraordinaires, véritablement, sur le livre. Il faut rappeler également, alors je vais vous passer certaines choses, je me suis concentré vraiment sur les révélations qui me semblent les plus importantes, les amis. Il faut savoir qu'il y a, dans le livre, il y a un très long développement sur des épisodes assez connus, pour ceux qui ont suivi ça de près, notamment dans les médias alternatifs, où on a essayé de faire le boulot, je dis on, avec plein d'autres chaînes à qui il faut rendre hommage, bien évidemment, et d'autres intervenants de grande qualité, comme le professeur Perron, madame... Alors là, ça m'embêterait d'oublier son nom. Alexandra Royan-Côte, bien évidemment. Voilà, monsieur Toussaint, professeur Perrin, Toussaint, enfin, toutes ces personnalités à qui il faut rendre hommage, qui ont fait le boulot au... On sort les infos en 2025, bon. Mais au moins c'est fait, vieux motard que jamais, comme disait Coluche. Donc c'est fait. Alors même si le bouquin est assez pénible par moment. Alors attendez, apparemment il y a des soucis de micro. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, c'est revenu. Il y a des petites coupes. Excusez-moi, je fais au mieux. Ce bouquin, par exemple, passe beaucoup de temps à travailler sur les stocks de masques, les problèmes de stock de masques et tout. Je vais vous en faire l'économie aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas envie de parler de ça. On va se concentrer sur des choses nouvelles, de véritables révélations et qui me semblent plus intéressantes. Alors, on va faire personnage par personnage et j'ai essayé de vous construire ça. On va monter crescendo, comme on dit, dans le monde de l'opéra. On commence avec Édouard Philippe. Pandi Panda, dont la grande question aujourd'hui est de savoir s'il aura encore des tifs en 2027. Et Édouard Philippe, ce qui le caractérise, hier comme aujourd'hui, c'est l'impréparation, mais avec toujours cette confiance extraordinaire qu'il habite, L', habite. Page 36, je vous donne les références si jamais vous lisez le bouquin, vous savez de quoi je parle. Page 36, on est invité dans les coulisses, et avec à l'appui toutes les notes qui ont été récoltées et qui sont le dossier, ce que je vous expliquais au début. On est invité dans un conseil des ministres qui a lieu le 6 janvier 2020. Donc un pangolin a fait une chiasse à l'autre bout du monde, ça commence à devenir un petit peu tendax, mais en France on est bien, on est détendu du tanga,
Et que nous dit Édouard Philippe, alors qu'on a déjà des premières remontées déjà assez suspectes, hein, qui ne donnent pas encore l'ampleur de la pandémie énorme qui va arriver, mais on a déjà quelques remontées. Et face à cela, Édouard Philippe, Premier ministre, nous dit « Notre pays en a vu d'autres. Il faut viser le plaisir et la confiance du travail bien fait. » Voilà. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu dans les coulisses au tout début du Covid, la prudence, hein, qui habitait les gens de notre gouvernement. Donc tu sens que ça va bien se passer. Voilà. Ça, c'est pour Édouard Philippe. J'ai pas plus à vous dire. Il n'y a pas plus de choses extraordinaires. Si vous voulez, bon, spoiler alerte ou divulgachage alerte, comme disent nos amis québécois, personne n'a été condamné. Hein, vous le savez déjà. Donc je vous donne quelques éléments saillants sur de nouvelles choses. Mais Édouard Philippe n'a pas été condamné, comme personne d'autre. On apprend, hein, qu'il avait eu quelques infos, qu'il a ignorées, mais je me concentre vraiment sur les choses qui me semblent les plus intéressantes. On continue avec un deuxième personnage clé. On va commencer à monter un petit peu en tension. C'est ce bon vieux Jérôme Salomon. Alors Jérôme Salomon, pour ceux qui auraient déjà oublié, c'était lui. Regardez, mon lancement était presque parfait. C'est fort fâcheux, mais c'est lui. En France, nous avons passé le cap des 100 000 cas confirmés de Covid-19 et Santé publique France décompte donc 103 573 cas, soit 5 497 de plus qu'hier. Voilà, donc vous vous rappelez, hein, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui était en charge, hein, de cette espèce de tiercé macabre tous les soirs à la télévision pour évidemment créer un sentiment de peur auprès des gens et tous les soirs dire on a eu 100 morts, 120, 130, un décompte qui d'ailleurs avait une crédibilité qui a rapidement été entamée. On se rappelle des révélations de Libération tout début 2020 qui avait expliqué que le décompte ne prenait pas en compte les morts dans les EHPAD, par exemple, dans un premier temps. Donc c'était absolument n'importe quoi. L'idée était juste de faire peur aux gens avec un décompte qui n'était absolument pas mis en perspective. Et quand vous disiez il y a eu 40 morts, en vérité c'était pas grave parce que par rapport à une journée moyenne en France, c'était pas du tout extraordinaire. Donc ce monsieur Jérôme Salomon, vous vous rappelez un peu le croque-mort de Lucky Luke, on apprend page 52 par exemple, hein, on continue à monter crescendo. On apprend son entente un peu secrète avec Agnès Buzyn. À l'époque, ministre de la Santé, Tata Agnès, restez bien parce que le gros de la vidéo est sur Agnès. Vraiment, j'ai appris des trucs, j'avais envie de chialer ce matin. Véritablement. Ah, je pensais que c'était la sœur des frères Dalton, mais on est plus loin que ça. Vraiment, Agnès, elle est à la fin. Dans le crescendo, elle est à la fin. Et on apprend, donc on est le 24 janvier 2020, je vous lis, invité sur RMC, Salomon se veut rassurant, y compris auprès de sa ministre. En sortant des studios de la radio, il débriefe son interview auprès de Buzyn par SMS. Là, on a vraiment l'extrait, hein, des SMS, hein, je peux vous montrer, ça ressemble à ça. Attendez, tac, voilà, ça ressemble à ça. Pas d'inquiétude sur les masques, 65 millions adultes et 33 millions pédiatriques disponibles. Je viens de passer avec Bourdin, dit Salomon. Ok, tu as dû être excellent comme d'habitude, répond Buzyn. Salomon répond « J'espère ». Ensuite, les journalistes nous disent « Salomon conclut l'échange par cette remarque tout sauf anodine. Il faut que je te protège et serve de fusible si nécessaire. » Alors, c'est très intéressant, hein. On est au tout début 2020, et si j'étais complotiste, je suis en train d'inventer un personnage Astérix, complotiste, je vous aurais dit, c'est très intéressant cette idée qu'a Jérôme Salomon de savoir qu'il va devoir servir de fusible Agnès Buzyn. Sauf que on est au tout début, la pandémie n'est même pas appelée comme ça par l'OMS, et on a déjà des personnalités au plus haut sommet de l'État qui envisagent l'idée que quelqu'un serve de fusible. Alors qu'à ce moment-là, personne ne sait grand-chose, et que nos responsables politiques sont censés, comme d'hab, tout donner pour aider la France, sauver la France et gérer au mieux la situation. Et là, Jérôme Salomon, on dirait déjà qu'il veut servir de fusible. Bon, si j'étais complotiste, je dirais, c'est bien la preuve qu'ils sentaient qu'ils allaient faire de la merde. Mais bon, attention, je ne veux surtout pas m'avancer. On continue avec le parcours de Jérôme Salomon. Page 201, on apprend des choses assez intéressantes parce que ce monsieur, hein, il faut quand même se rappeler, le bouquin nous amène à une certaine nostalgie. Hein, on se rappelle un petit peu de tout ça. Jérôme Salomon, on l'avait vu débarquer, et personne ne savait qui c'était. En vérité, déjà, on a appris qu'on avait besoin d'une direction générale de la santé. On pensait qu'un ministère, c'était déjà bien. On avait une direction générale qui était vraiment un organisme quand même différent. Et on apprend le parcours de Jérôme Salomon. Lui, c'est du lourd, nous disent les journalistes, du sérieux en tout cas. Médecin, spécialiste en santé publique et en maladies infectieuses, plutôt classé à gauche, ex-conseiller technique de Bernard Kouchner entre 1997 et 2002 et de Marisol Touraine 2012-2017, alors ministre de la Santé. Il devient directeur général de la Santé en janvier 2018 après une intense campagne de lobbying dont il a le secret.
il y a deux choses intéressantes là-dessus. Jérôme Salomon est ce qu'on appelle un peigne-cul. C'est-à-dire que, comme on dit un petit peu hein, dans le milieu de la choupa-choups, il suce utile. Il suce utile. Vraiment, je parle bien du bonbon. Attention. Voilà. Il suce utile dans la mesure où c'est un parvenu assez extraordinaire. Hein. Le bouquin nous donne quelques autres anecdotes là-dessus, qui n'hésite pas à se positionner, notamment auprès d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, pour avoir un poste. Il se voyait bien, par exemple, ministre de la Santé, hein, par exemple, avant que Buzyn rafle la mise. Donc on voit que voilà, Salomon est un parvenu très soumis, qui est prêt à peu près à tout pour arriver là où il veut. Et ce qui est intéressant, c'est que on le retrouve dans le cabinet de Marisol Touraine. Donc on rappelle, ministre de la Santé sous François Hollande. C'est une expression, hein, pas physiquement, parce que Pusher, elle n'est pas championne d'apnée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cabinet, il y avait du beau monde. Je vous ai retrouvé un peu une archive. Hein, on est chez Juste Milieu, hein, je vous prouve ce que je dis. Évidemment, on est des gens sérieux. La composition du cabinet de Marisol Touraine à l'époque, vous allez voir, il y a des noms qui ne sont pas inconnus. On a donc ce monsieur Salomon. Et si on cherche un petit peu, regardez, je vais vous montrer, ça c'est la liste, hein, vous avez vu, c'est officiel. Hein. Benjamin Griveaux, par exemple, Gabriel Attal, bah dis donc, c'est fou, et donc notre ami Jérôme Salomon. Donc on a en fait des gens qui se fréquentaient d'alors, qui se connaissaient d'alors, et c'est intéressant de voir la continuité dans l'escroquerie. Il y a vraiment voilà, une idée de durabilité de la saloperie qui est pas dégueulasse. Jérôme Salomon, on apprend dans le bouquin, hein, ça c'est vraiment les petites pépites croustillantes. On n'est pas encore dans les scandales que je vais vous révéler dans quelques instants, les scandales vraiment graves. Là, on est juste dans les petites pépites pour comprendre qui on a en face de nous. Hein, je vous lis page 323. Donc on est un peu voilà, aux côtés de Jérôme Salomon, on apprend un petit peu voilà, ce qui se passe, comment il fonctionne. Et je vous lis l'extrait, ça parle de soi. Hein. Toute sa longue carrière dans le secteur de la santé, l'expérimenté Jérôme Salomon s'est préparé à l'imminence d'une pandémie, jusqu'à placarder une affiche portant l'inscription « We are all gonna die », traduction « Nous allons tous mourir », dans son bureau de conseiller sécurité sanitaire de la ministre Marisol Touraine entre 2013 et 2015. Voilà. Donc c'est un monsieur, en fait, que ça fait marrer, si vous voulez. Ça fait marrer. Il trouve c'est rigolo. Il trouve c'est rigolo que une fois, il y a une maladie qui nous bute tous, et il en a accroché un poster, en fait. Il a un poster dans son bureau, on va tous mourir. Parce qu'en fait, c'est drôle. Voilà, donc il y a une forme de cynisme, si vous voulez, qui est assez intéressant. Et là encore, si j'étais complotiste, je me dirais, putain, quand même, c'est fou, tous ces trucs qui vont dans le sens. Écoutez, page 324. Là, on est le 5 septembre 2016, hein, alors que le ministre de l'économie vient de claquer la porte du gouvernement Valls. Salomon se fend d'une note alarmiste mise au jour par les Macron Leaks. Donc, pour rappel, les Macron Leaks, c'est au lendemain du premier tour, si je ne dis pas de bêtises, ou de l'élection de Macron, j'ai toujours un doute. En tout cas, lors des présidentielles 2017, Wikileaks, Julian Assange et son équipe, vont révéler tous les échanges de mails de la Macronie. En tout cas, des aspirants macronistes, si vous voulez, de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. On va avoir des échanges de mails de toutes les équipes sur la préparation de la campagne, comment ils se sont organisés, les financements, tout ce que vous voulez. Ce qui va faire naître, évidemment, plusieurs scandales. Et cette somme, en fait, de mails est extraordinaire. Vous pouvez la consulter encore aujourd'hui, hein, si vous allez sur le site de Wikileaks. On a appris un petit peu plus tard, par exemple, que quelqu'un comme Sarah Knafo s'était appuyé là-dessus pour la campagne de Zemmour en 2022, par exemple. Tu vois. Donc, Salomon, les mails de Salomon circulent entre des membres de l'équipe Macron. Donc, il est déjà dans la galaxie, si vous voulez. Hein, je vous parlais de parvenu, je ne vous ai pas menti. Et je vous lis ce que nous disent les deux journalistes. Le document comporte en exergue cet aphorisme de Richelieu. On ne doit pas tout craindre, mais on doit tout préparer. L'ex-conseiller de Marisol Touraine avertit que, je cite, « La possibilité de survenue d'un événement naturel d'ampleur, avec un impact sur un grand nombre de personnes, des dommages matériels importants, un impact financier et d'image et des capacités de réaction dépassées, doit être sérieusement envisagée et anticipée. La France n'est pas prête. Notre pays doit adapter ses organisations aux spécificités des crises majeures. » Donc, là encore, si vous voulez, en essayant d'être rigoureux, d'être dans une approche intellectuellement honnête, on est tenté de dire c'est leur boulot. C'est leur boulot d'anticiper les crises. Et évidemment, hein, c'est un peu comme le bouquin, pour la petite parenthèse, vous savez, Le Monde vu par la CIA en 2020. Souvent, la version française est souvent préfacée par Alexandre Adler, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce truc-là. Les scénarios imaginés par les services intérieurs
qu'ils soient américains ou d'autres pays, d'imaginer ce qui peut se passer dans le monde. On est tenté de se dire, c'est leur boulot. Donc, si vous voulez, il y a une approche complotiste qui va dire, haha, comme par hasard, et une approche qui me semble peut-être plus lucide, qui est de dire, ils sont payés pour ça. Imaginez les scénarios où tout part en cacahuète. Mais là, il y a quand même une phrase qui est cruciale. Dans ce que dit Jérôme Salomon, en 2016, il dénonce, enfin, il parle du risque d'un impact financier et d'image et des capacités de réaction dépassées. Donc, ce qui m'étonne, c'est que, et la France n'est pas prête, c'est aussi ça. Ce qui m'étonne, c'est que il est tout à fait conscient que rien n'est en place, que ça va partir en cacahuète, un impact financier et d'image, on est sur des dommages qui n'ont plus rien à voir avec la santé. Et ça passe. Et ça, c'est en 2016, soit 4 ans environ, un peu moins, enfin 3 ans, un peu plus de 3 ans, avant l'arrivée du Covid-19. Donc là, on est sur la partie Jérôme Salomon. Lui non plus, évidemment, ne sera jamais poursuivi, n'a jamais été poursuivi. On continue avec Olivier Véran. Je vous l'ai dit, on monte à un crescendo, on se fait tous les personnages évoqués. Là encore, lui n'est pas poursuivi. On n'apprend pas grand-chose sur lui, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est un page 72, une fois de plus. Je vais vous lire, c'est pas très croustillant. Vraiment, vous pouvez remonter vos braguettes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Alors que nous sommes le 16 février 2020, le Covid commence à faire parler, ça s'installe. Et la question de la tenue des municipales se pose. Et on a retrouvé une note dans le dossier de la CJR qui nous dit Olivier Véran écrit cela, hors de question d'annuler les élections municipales. Voilà. Donc après, on nous a justifié ça avec des arguments scientifiques, mais non. non. Évidemment, c'était déjà acté, si vous voulez. Argument ou pas argument, c'était déjà acté. Et évidemment, aujourd'hui, personne ne sait et aucune étude n'a été menée curieusement pour savoir combien de morts nous pouvons imputer à la tenue du premier tour des municipales 2020. Le deuxième tour avait été décalé, on s'en rappelle, au mois de juin, enfin l'été. Et c'est intéressant parce que Véran, là, nous dit hors de question, machin et tout. Ils n'ont pas été poursuivis pour leur responsabilité dans des morts que l'on pourrait imputer directement à la bonne tenue de ce tour, alors que tout le monde savait très bien déjà à l'époque que c'était une connerie. D'enfermer des gens dans des isoloirs, dans des bureaux de vote, c'était évidemment une connerie. Mais ils l'ont fait. Et pas de condamnation pour Olivier Véran. C'est un peu le fil rouge de cette vidéo avec tout ce que je vais vous lire. Il n'y a pas de condamnation sur tout ça. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, on s'amuse pas. Et là, on est là pour s'amuser. Donc, c'est quand même le plus important. On continue avec un autre personnage. Ça commence à se corser un peu. Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye, je vais vous remontrer la séquence quand même parce que c'est toujours un plaisir. Sibeth Ndiaye, donc porte-parole du gouvernement. Rendez-vous compte. Qui nous avait dit ceci. Alors j'ai la petite séquence sur les réseaux. Il y a sûrement un montage rigolo. Non, mais là vous êtes ridicule. Oui. Ridicule TV, en plus j'aime bien, ils font des trucs sympas sur YouTube. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Les risques de cas secondaires autour d'un cas important. Tout ça, vous en rappelez, bref, Sibeth Ndiaye qui nous avait dit « Le masque n'est pas utile en population générale. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas mettre un masque. » Voilà. À ce moment-là, j'avais eu des regrets que Sibeth Ndiaye ne fût pas porte-parole au moment du sida, parce qu'elle aurait peut-être déroulé des lourdes capotes en direct, ça aurait pu être au moins sympatoche. Bon, là, c'était juste les masques. Alors, sur les masques, tu sais, moi, le premier, on s'est dit « Ah, mais peut-être que c'est juste qu'elle est con. » Non, mais c'est possible. C'est possible. Je veux dire, ça arrive. Quand tu vois Marlène Schiappa, tu te doutes bien que les cons ont le droit de réussir en politique. Il n'y a pas de problème, tu vois. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous lis ce que nous disent les deux journalistes, page 85. À l'instar des autres ministres auditionnés, Sibeth Ndiaye dément en tout cas vivement avoir endossé un double discours afin de cacher la vérité aux Français, concernant les stocks de masques qui manquaient. On parle de ça à ce moment-là. Pourtant, nombre de documents saisis par les enquêteurs permettent d'en douter. Cette note de la Direction générale de la santé, déclassifiée du 28 février 2020 par exemple, titrée « Documents confidentiels ne pas divulgués », elle synthétise un point de situation. On y trouve la précision suivante. Gestes barrières, masques si malades. Certes, on parle ici des personnes infectées, mais la note mentionne également ceci. Point critique, épidémie massive, masques chirurgicaux. Les masques sont donc bien indispensables en cas d'épidémie et a fortiori en temps de pandémie. Encore faut-il en disposer. Abandonnant sa réserve habituelle, la patronne de Santé publique France, Geneviève Chesne, qui a été entendue par la Cour de justice de la République, l'affirmera au magistrat. S'il y avait eu pléthore de masques, la décision aurait pu être différente et préconiser le port du masque en population générale.
En d'autres termes, l'exécutif, par la voix de Sibeth Ndiaye, n'aurait à l'époque pas déconseillé le port du masque parce qu'il était inutile, mais parce qu'il n'y avait plus d'en stock. Voilà. Au moins, c'est clair. On le savait. C'est pour ça que je t'ai dit, là, on n'est pas encore dans le croustillant. On le savait. Mais au moins, c'est clair. Là, c'est des journalistes du Monde. Bon, moi, ça c'est la vérité officielle. Là, c'est évidemment sérieux. Éminemment sérieux, j'ai même envie de te dire. Donc, on avance. On avance un petit peu, les copains. Et là, je vous dis, sur Sibeth Ndiaye, pas plus. Elle est recasée aujourd'hui chez Adecco, si je dis pas de conneries. Tout va bien, et puis évidemment, on l'embrasse. Là, on arrive à un personnage. Là, ça commence à être pas mal. Commencez à sortir les chips et la bière. Là, on commence à être pas mal. Professeur Raoult. Ça y est, on y est. Et on a la première bombe. La première bombe que je voulais évoquer avec vous, les amis, page 303. Une fois de plus, je vous donne les repères, c'est pour ceux qui veulent vérifier. Page 303, là, on apprend quelque chose de très, très intéressant. On rappelle des éléments de contexte. Le professeur Raoult est donc ce personnage curieux qui arrive assez rapidement dans les médias, avec un discours qui détonne. Mais il faut rappeler qu'au départ, le gouvernement ne le voit pas du tout d'un mauvais œil. Le professeur Raoult est nommé dans le conseil scientifique dans un premier temps. Il en claque la porte parce qu'il voit bien que autour de la table, c'est du copinage et qu'il y a des gens remplis de conflits d'intérêts, donc il se sauve. Mais le gouvernement ne le lâche pas comme ça. Macron sera à Marseille pour le rencontrer. On se rappelle de ça. Mais ce que j'ai découvert, vraiment ce que j'ai découvert, pourtant, vous connaissez votre serviteur, j'ai suivi le dossier. J'ai essayé de suivre le dossier. Et ce que j'ai découvert, et ce sont des pièces que l'on retrouve dans le dossier de la Cour de justice de la République, c'est que Véran et Raoult étaient en contact au début du Covid et s'échangeaient des SMS qui ne vont pas du tout dans le sens du discours politique qui nous a été révélé. Je vous lis le passage, page 303. Le professeur Raoult et sa fameuse molécule, donc l'hydroxychloroquine, semblent avoir enfin l'oreille des autorités sanitaires et même du ministre lui-même. La preuve, le 28 février, Véran le sollicite en ces termes « Où en es-tu du protocole chloroquine ? Un truc rédigé ? » Point d'interrogation. Avant d'ajouter, je veux pouvoir annoncer ce soir qu'un protocole démarre dans les prochaines heures à Marseille. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, on apprend que Olivier Véran, donc ministre de la Santé, ne rejette pas du tout l'hydroxychloroquine comme tout le monde l'a rejeté après. Parce que si c'était dangereux un mois plus tard, c'est que ça l'était un mois avant. Tu vois, pourquoi Véran lui demande un protocole sur un truc qui tue des gens ? Hydroxychloroquine, paraît-il que c'est aussi dangereux que la bombe atomique. Donc ils ont dit vraiment c'est kiff-kiff. Donc là, on commence à rentrer dans des détails croustillants. De gens, en fait, au gouvernement qui n'avaient pas du tout la détestation de l'hydroxychloroquine comme on a voulu nous le faire croire après. Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue, parce qu'on voit bien que Véran ne se méfie pas du tout. Et il y a un échange, et c'est à partir de là, si vous voulez, que ça va craquer entre les deux hommes. Comment Raoult et Véran, comment les relations se sont distendues, dans la mesure où, au départ, semble-t-il, tout allait bien. Je vous lis, page 304. Le 26 mars, Raoult jubile. « Bravo pour ton décret », écrit-il à Olivier Véran, qui vient d'autoriser la prescription d'hydroxychloroquine au cas grave. Mais l'euphorie est de courte durée. Dès le lendemain, le professeur doit déchanter. « Qu'est-ce qui se passe ? On repart en arrière et les pharmacies ne délivrent pas nos ordonnances », s'emporte-t-il. « Le décret, je te l'ai dit hier, autorise les équipes hospitalières en collégialité à prescrire le traitement aux patients hospitalisés », répond le ministre. Réplique immédiate de Raoult Furibard. « Ce que tu valides est une atteinte profonde à la liberté de prescription pour un traitement recommandé dans 10 pays au monde. C'est devenu délirant, laissez-nous travailler. » Il se fait même menaçant. « Je vais devoir intervenir publiquement si ceci n'est pas corrigé. » Légèrement inquiet, Véran gagne du temps. « Je t'appelle dans la journée, on s'en parle. » Tente-t-il de déminer. « Il le faut, car là je suis décidé à faire une conférence de presse, insiste Raoult. » Le 27 mai, la prescription du médicament promu par l'épidémiologiste marseillais est finalement interdite par le gouvernement. Pas de quoi dissuader Olivier Véran de poursuivre ses échanges cordiaux avec le plus en plus décrié chef de l'UHU Méditerranée. Le 27 août 2020, le ministre de la Santé lui écrit encore « Je te vois cet après-midi en cellule de crise, ça me fait plaisir ». Pas étonnant du coup que lorsque les juges demandent à Raoult quelle est d'après lui la différence entre Madame Buzyn et M. Véran dans la gestion de crise, il s'empresse de répondre « Véran a fait mieux que Buzyn sur les tests ». Donc là, c'est intéressant. Parce qu'on se rappelle que Raoult est radioactif et qu'il l'était depuis le début. Ils avaient bien cerné que c'était un charlatan. Alors qu'au départ, Véran échange avec lui et tout va bien. Il lui demande il lui demande même comment on peut avoir un protocole sur l'hydroxychloroquine. Donc là, c'est intéressant. Là, on voit bien que ça soulève un autre lièvre sur une autre théorie du complot qui est l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine. Rappelez-vous, ce papier signé sous
Agnès Buzyn qui fait changer de classe de médicament la chloroquine, et finalement, on ne peut plus l'obtenir aussi facilement. Et pourtant, on a, sur ce truc très dangereux, hein, Buzyn nous aura dit après, si elle l'a fait, c'est parce que c'était super dangereux, on a Véran qui demande un protocole à Raoult. Donc, qu'en est-il encore de cette théorie du complot qui semble, là, qui prend un coup dans l'aile, là-dessus. Ça, c'est pour Raoult, mais on va y revenir dans quelques instants. Là, on rentre dans le dur. Les amis. La partie sur Agnès Buzyn. Et vraiment, là, j'étais sur le cul. C'est pour ça que ce bouquin m'a captivé et que je l'ai dévoré ce matin sur le début de ma journée de boulot. Je voulais absolument vous en parler ce soir. La partie sur Agnès Buzyn, là, on comprend à qui on a affaire. Donc, on rappelle quelques éléments. Vous le savez, ministre de la Santé qui va se tirer pour faire les municipales en remplacement de Benjamin Griveaux, trop amoureux de baseball, mais qui a confondu sa batte avec sa bite. Donc, la vidéo qui a fuité, l'histoire avec la gonzesse de l'artiste russe Piotr Pavlinsky, défendu par Branco. Bref, vous vous rappelez cette vidéo intime qui a fuité, qui a empêché Griveaux de faire les municipales 2020. Est remplacée au pied levé par Agnès Buzyn. Dans le bouquin, on apprend qu'Agnès Buzyn est hautement volontaire et qu'elle brigue véritablement la mairie de Paris et qu'elle n'a pas été forcée, en tout cas dans les premiers temps. Un mystère demeure sur, à partir du moment où le Covid arrive, Agnès Buzyn qui semble vouloir lutter, vouloir être en première ligne, mais Griveaux partant, semble-t-il que Macron aurait vraiment tranché pour que Buzyn prenne le poste. Bon, ça reste de la petite politique politicienne. Mais on rentre dans les trucs intéressants. On apprend déjà, par exemple, ce que Buzyn a dit à bien des gens, et notamment devant la Cour de justice de la République. Elle explique que 25 décembre 2019, elle est en vacances en Corse, et on nous dit, page 31, « Tout serait parfait, n'était-ce cet étrange virus apparu en Chine qu'elle assure avoir découvert depuis son lieu de villégiature sur un blog. » Donc Agnès Buzyn se défend en disant qu'elle en a entendu parler avant tout le monde du Covid sur un blog. Alors, les journalistes nous disent après que dans aucun document de la Cour de justice de la République, le nom du blog n'est donné. Voilà, on ne sait pas. Peut-être c'est mimi-pâtisserie du 32.skyblog.com, on ne sait pas. Peut-être que ce blog n'existe pas. Si j'étais complotiste, je dirais peut-être. Mais bon, moi je ne sais pas. Donc là, je lis, je vous propose, j'ai tout lu. Donc ça, c'est pour l'échauffement. Mais là, on y va. Là, on y va plein gaz parce que ce qui est bien avec Agnès Buzyn, on se doute que c'est une menteuse, on sait que c'est une opportuniste, mais on ne savait pas que c'était vraiment une méchante. Une vilaine. Ou la vilaine. Parce que on va comprendre très vite qu'elle regrette son aventure au municipal, elle n'a pas trop aimé comment ça se passe, et donc elle va dégoupiller. Agnès Buzyn est une sorte de calamity Jane de la picouse. Elle va tirer à vue sur tout le monde. Page 114, je vous lis l'extrait. En pleine schizophrénie, Agnès Buzyn dézingue tous azimuts sur ses nombreux messages. Comme désinhibée, elle vitupère contre le Conseil scientifique et tout particulièrement son président Jean-François Delfrécy ou l'entourage du président de la République, y compris lorsqu'elle s'adresse à Édouard Philippe. Et là, on cite un message. Le conseiller du président de la République et son conseil scientifique sont de la daube, tacle-t-elle. C'est à pleurer de voir qui vous conseille. Et moi, aujourd'hui, je n'ai plus de boulot et dans un mois, peut-être morte. Moi, je trouve ça un peu beaucoup. Après, je continue. Elle enchaîne. Et te voir en photo sur Instagram avec ce con de Delfrécy me rend vraiment dingue. Je comprends mieux vos décisions. C'est un faiseur, dandy, sans colonne vertébrale. Un autre message. Édouard, écrit-elle encore, vous êtes en dehors de la plaque complètement. Prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard. 15 jours en cas de pandémie, c'est une éternité a fortiori dans une France sans masque et sans test. Elle prévient « Je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Le discours du président de la République de ce soir est incohérent, faites de la politique et prenez vos responsabilités. » Donc, la dame ne lâche pas le morceau. Elle continue à envoyer des messages et nous explique que encore une théorie du complot qui semble valider que Delfrécy est un con. Si c'est Agnès Buzyn qui le dit, moi je lui fais confiance, elle était ministre. Donc moi je le dis, Delfrécy est un con. J'ai une source. C'est officiel, c'est l'ancienne ministre. Donc, qui peut me dire non désormais? Donc Delfrécy est un con. Voilà. Ça au moins c'est bon. Là c'est bon. Mais il n'y a pas que ça, parce que quand je vous dis qu'Agnès Buzyn est une méchante, elle n'a pas aimé ce qui s'est passé. Elle n'a pas aimé perdre son poste au ministère de la Santé. Et là où ça va devenir intéressant, c'est qu'elle se permet même de menacer son ancien entourage. Oui. Écoutez, page 123, ce qu'on nous dit. On a une menace de vengeance
plus une attaque gratuite au professeur Montagnier. Voilà, ceux qui l'aiment bien, je vous laisse apprécier. Je lis. Buzyn multiplie les appels au secours, voire plus. Elle écrit à Sibeth Ndiaye, un autre SMS porté au dossier. « Je ne vais pas pouvoir me taire trop longtemps, car je n'ai pas l'intention d'être le bouc émissaire de cette histoire. » Voilà. Donc c'est un fonctionnement mafieux. Hein. C'est un fonctionnement mafieux de « si j'ai pas ce que je veux, je balance ». On est vraiment, voilà, tranquille. Hein. Je vous lis la suite. Les farfelus sortent de l'ombre, comme Luc Montagnier, ancien prix Nobel en quête de reconnaissance qui suppose que le Covid aurait été fabriqué à partir du virus du sida. Ça, ce sont les deux journalistes qui écrivent ça. Je vais y revenir à la fin de cette séquence, vous inquiétez pas. Autre message de Agnès Buzyn. Il faut confiner les vieux prix Nobel, écrit Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, hein, ancien président de l'INSERM. On en a beaucoup parlé. Agnès Buzyn répond « Et tous les cons ». Voilà. Voilà. Donc, Montagnier, donc, est prix Nobel. Prix Nobel, elle a dit il est con aussi. Donc tout le monde est con, apparemment. À part Agnès. Agnès, impeccable. Ça, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui suit, c'est une promenade de santé. Parce que maintenant, on rentre, si vous voulez, dans ce qui, normalement, devrait valoir une condamnation. Et devrait valoir peut-être la cour martiale à ces gens-là. Et en tout cas, on a des révélations qui nous montrent, désormais, avec ce que je vais vous lire, que la France est définitivement une forme de dictature judiciaire, si vous voulez, qui juge ce qu'elle veut. Alors qu'elle a des scandales sous les yeux, qui devraient être jugés et condamnés. Je vous lis ce que j'ai appris, hein, véritablement. Et là, ça fait partie des bombes qu'il y a dans ce bouquin et qui, à mon avis, hein, vous n'en entendrez pas parler dans les journaux. Voilà. Donc, Juste Milieu fait le taf. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo dès que ce que je vous dis là sort dans les journaux. Voilà. Ça me ferait plaisir, j'espère quand même, mais sinon, ce serait trop gros. Mais bon, on ne sait jamais. Je vous lis ce qu'on apprend, page 131. Parce que vous le savez, Agnès Buzyn est poursuivie par la Cour de justice de la République qui va vouloir l'entendre. Mais avant cela, on a des commissions d'enquête parlementaires. Et notamment du côté de l'Assemblée nationale. Il y a une commission d'enquête qui se met en place. Tu vois, je vous lis, hein, par exemple, ce qu'on a... Attendez, que je reste dans l'ordre de... Voilà, oui, c'est ça, page 131, 130, 131, on est là. Dans cette commission d'enquête, beaucoup de personnalités vont être entendues. On est en juin 2020 à ce moment-là. Raoult lui-même, le professeur Raoult, va être entendu. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, hein, parce qu'on est dans une démocratie. Je veux dire, Agnès Buzyn, elle a été blanchie par la Cour de justice de la République. Les poursuites ont été levées, donc c'est qu'il y a des bonnes raisons. Je vous lis page 130 ce que Agnès Buzyn a fait au moment de l'audition du professeur Raoult devant une commission d'enquête parlementaire. Le 24 juin, c'est au tour de Didier Raoult de témoigner devant la mission d'information. Pardon, c'est une mission d'information parlementaire. C'est pas une commission, veuillez m'excuser. Agnès Buzyn n'en rate pas une miette. Elle envoie ce SMS à Brigitte Bourguignon, vice-rapporteure LREM de la mission. Il vous balade. Réponse de la future et éphémère ministère de la Santé. Il est dingue ? Oui, réplique Buzyn. Il passe son temps à dire tout et son contraire. Voilà. Donc Agnès Buzyn envoie des SMS à une vice-rapporteure de mission parlementaire. Et ça, c'est bon. Alors c'est une influence, c'est une ingérence. Mais ça, t'as le droit. Ça, t'as le droit et c'est rien, parce que j'ai mieux, sinon c'est pas marrant. Page 131. On apprend que ça va être au tour d'Agnès Buzyn de passer devant cette mission parlementaire le 30 juin. Mais qu'est-ce qui se passe le 29 juin ? Je vous le cite, je vous lis. Mieux ou plutôt pire, le médecin enquêteur transmet à Buzyn les questions envisagées pour l'audition du 30 juin. Voilà. Alors, le médecin enquêteur, c'est un certain Julien Borozic, médecin, mais surtout député LREM et membre de la mission d'information. Voilà. Je vous lis donc ce médecin enquêteur qui transmet à Buzyn les questions. Le 29 juin, il a une bonne nouvelle pour l'ex-ministre. Les questions que je t'ai données sont passées comme une lettre à la poste auprès du groupe et j'ai une carte blanche pour les préparer demain, donc ça va le faire. Élaboré ou plus exactement concerté avec grand soin, l'audition est clairement arrangée. Elle a été blanchie, hein ? Mais parce que t'as le droit de faire ça. Apparemment, c'est bon. Hein. Ils n'ont pas jugé. Non, ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air OK. Hein. Ça a l'air bon. Hein. Je vous lis encore. Hein. Plus ennuyeux encore, Borozic franchit le Rubicon et fait parvenir un document confidentiel à Buzyn, le matin même de l'audition. 6 juin, la note des administrateurs. Cette note est confidentielle car dans les mains de Brigitte Bourguignon et Ciotti officiellement. Ça te donne une bonne orientation sur les questions à venir. Tu aurais, je pense, intérêt à aborder les points les plus touchy dès ton propos liminaire pour répondre aux questions avant qu'elles ne te soient posées. Oui,
Je continue à lire. Le député, décidément prévenant, va jusqu'à proposer à l'ex-ministre de choisir les questions qui lui seront posées. Une question sur les infos données par la SGDSN te va ou pas, s'enquiert-il? Non, tranche Buzyn. Et nous, on a regardé en se disant, elle va rendre des comptes. Et c'est pas fini. Ah ben non, j'avais dit c'est crescendo. Donc c'est... Bon là, c'est taekwondo hein, par rapport à la démocratie, mais j'avais dit crescendo. Donc, elle a les questions en avance sur la mission parlementaire. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, Agnès Buzyn va être poursuivie par la Cour de justice de la République. Et là, il va y avoir, évidemment, perquisition. Perquisition chez elle. Pour essayer de trouver des éléments. Et vous me voyez venir. En fait, même la perquisition, elle était au courant. Oui, je vous lis. Le jeudi 15 octobre 2020, en milieu de matinée, à 10h10 très précisément, Agnès Buzyn, en villégiature dans sa propriété corse, reçoit un SMS de Paul Midi, alors adjoint de Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. « J'entends que tu aurais été perquisitionné. » 3 petits points. J'imagine que ça doit être assez traumatisant. Et Buzyn, manifestement interloqué, de répondre « Pas au courant. » Oui, un peu plus loin, on nous dit Paul Midi était décidément bien renseigné, un peu trop aux yeux des enquêteurs qui se demandent encore comment et surtout par qui les dirigeants du parti présidentiel ont pu été informés à l'avance de perquisitions hypersensibles avec le risque de déperdition de preuves que cela implique. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ah si! Voilà, en fait, tous les ministres qui ont été perquisitionnés, ce que nous disent les journalistes ici, c'est qu'ils étaient au courant. Donc, là, ce serait complotiste de dire que quand tu es prévenu en avance d'une perquisition, tu peux cacher les éventuelles preuves. Ce serait complotiste. Je dis juste qu'on les a informés. Après, pourquoi on les a informés? Là, moi, j'ai pas la piste. Moi, j'en ai aucune idée. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je vous parlais de chantage tout à l'heure. J'en ai un autre exemple, parce que vous le savez, Agnès Buzyn, elle a rebondi à l'OMS, après, et désormais à la Cour des comptes. Alors qu'elle les a pas rendus elle-même, les comptes. Et donc, je lis page 137, tu vois, un message qu'elle envoie à Alexis Collère. « Je passe en commission d'enquête au Sénat mercredi, et je sais de l'intérieur qu'ils veulent ma peau. Tout le monde me charge alors que tu connais parfaitement la vérité. Je t'avoue qu'une bonne nouvelle m'aiderait en ce moment. » Voilà. Peu après, elle est nommée. Ouais. Alexis Collère lui répond nous essayons de caler un call, donc un appel, avec Tedros. Tedros, c'est le patron de l'OMS. Apparemment, il l'appelle Tedros, parce qu'ils sont copains. Nous avons bien cela en tête avec le président de la République. Voilà. Donc voilà à quoi doit sa nomination. À quoi Agnès Buzyn doit sa nomination. Voilà, c'est parce que elle a fermé sa gueule. Voilà. Non mais ça encore, c'était une théorie du complot. C'est un véritable bingo ou quoi? Oh non, mais c'est vraiment une mine d'or. Tu te baisses, tu gagnes. Donc, je continue parce que on a encore quelques échanges avec Jean-François Delfrécy. Page 310, je vais vous montrer. On a quoi d'autre? Voilà, elle nous dit encore. Elle écrit à Édouard Philippe. Non, c'est le même message, tiens, c'est marrant, il y a une redite. C'est marrant. Bon, bref, donc ça, on s'en fout. J'enchaîne. On arrive sur le plus gros dossier. Là, je pense que vous êtes chaud. Là, vous êtes chaud, on est bon. Là, on est bon. Là, on peut y aller. Le plus gros dossier, parce qu'on se dit, bon, les ministres, Jérôme Salomon, autoproclamé le fusible, à la limite, peut-être c'est des vilains, mais en haut de la pyramide, c'est pas des vilains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette enquête de la Cour de justice de la République, les journalistes avancent les preuves d'une implication directe d'Emmanuel Macron, à l'encontre de toute loi, évidemment, et de tout respect de la loi française. Page 345-346, une fois de plus, je vous donne les repères. Je vais vous lire ce que nous disent les journalistes. Le pouvoir avait visiblement l'intention de garder secrète cette note de 5 pages rédigée le 1er décembre 2020 à l'attention du chef de l'État. Elle porte la signature d'Hélène Davot, alors conseillère justice d'Emmanuel Macron. Donc là, on est à l'Élysée. La conseillère de l'Élysée indique d'emblée, ces analyses se tiennent tout en droit, l'arbitrage est donc éminemment politique, si étonnant que cela puisse paraître, il revient donc au président de la République de décider si l'État va ou non aider les juges dans leur enquête visant plusieurs de ses ministres. La France est décidément la plus monarchique des républiques. C'est des journalistes du Monde qui l'écrivent, c'est pas moi, parce qu'on ne me traite pas de complotiste.
Mais page 349, on a quelque chose de croustillant. En fait, ce qu'on apprend, ce que nous apprennent les deux journalistes du Monde, c'est que des consignes ont été données à des grosses têtes du pouvoir français, à des grosses têtes de la démocratie française. Je vous lis, si l'on comprend bien, avant de répondre à la justice, il serait opportun que les figures de la majorité se soient mises d'accord sur une version identique ou au minimum adoptent une position commune par rapport à la CJR en général. Plutôt choquant, s'agissant de témoins priés comme tout justiciable avant leur audition, de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Donc en fait, ce que nous dit ce livre, c'est que Macron et sa conseillère justice vont avoir en tête d'informer directement des personnes qui pourraient être entendues, à savoir notamment Gérard Larcher, président du Sénat, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Et Macron valide tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Hein, je vous lis une fois de plus, page 351. En creux, les écrits de la conseillère élyséenne sont révélateurs. Si les collaborateurs du chef de l'État sont obligés de prêter serment, cela signifie que, sauf à risquer d'être poursuivis pour faux témoignages, ils seront contraints de dire la vérité au juge. Perspective manifestement insoutenable, donc mieux vaut qu'ils gardent le silence. Voilà. Voilà. Et il y a un exemple, preuve à l'appui, de personnalité du pouvoir français qui a changé sa version sur demande de Macron. Et cette personne n'est autre que Richard Ferrand. Richard Ferrand, voilà, je vous lis. En effet, la note confidentielle remise le 1er décembre 2020 à Emmanuel Macron par sa conseillère justice, Hélène Davot, contient une petite bombe. On y découvre que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, extrêmement proche d'Emmanuel Macron depuis les débuts de l'aventure En Marche, a soumis à l'Élysée son projet de réponse au juge. Madame Davot allant jusqu'à suggérer dans sa note que ce texte soit retravaillé, suscitant la sidération des magistrats. Concernant le président de l'Assemblée nationale, écrit-elle ainsi au chef de l'État, il me semble que son projet de réponse que je vous joins et qui ne pose pas de problème de principe majeur mériterait d'être retravaillé. Voilà. Ce qui a été fait. Richard Ferrand a bien retravaillé la lettre, c'est tout bon. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'une des bombes contenues dans ce bouquin de l'implication directe de Macron pour inciter des personnes entendues ou potentiellement entendables à utiliser les éléments de discours de l'Élysée et à fermer leur gueule. Voilà. Alors, on rappelle dans une situation où tout le monde est innocent. Ils n'avaient rien à se reprocher. Quand tu es innocent, pourquoi tu fais des trucs de pas innocent à vouloir que tout le monde adopte les versions, au pire de dire des bêtises, au risque de dire des bêtises. Et la preuve, la Cour de justice de la République a dit ça. Alors, on arrive à un peu à la conclusion, les amis, et l'analyse que je voulais vous proposer, le coup de gueule, bien évidemment. Parce que on a le sentiment de se dire, tout ça pour ça. Hein. Buzyn, Véran, Philippe, les poursuites ont été levées. Aucun n'a été poursuivi. On a cet exemple assez extraordinaire pour vous dire que le mythe de la justice en France est mort et que l'égalité devant la loi n'existe pas. Page 394, on nous raconte qu'à la fin de ces auditions, il y a eu effectivement 26 ou 27 passages d'audition d'Agnès Buzyn. À la fin, elle a refusé. Elle a refusé de témoigner. On nous dit, voici ce que disent les journalistes, on imagine déjà les images d'une Agnès Buzyn, menotte au poignet, débarquant à la CJR, encadrée par 2 gendarmes. Nul doute que si les membres de la commission d'instruction ont finalement renoncé à cette mesure spectaculaire, à l'évidence disproportionnée, c'est parce qu'ils se doutaient qu'elle leur aurait été vivement reprochée. Cela aurait même fait scandale. Et ce, même si l'article 122 du Code de procédure pénale autorise les juges, selon les cas, à délivrer un mandat de comparution, puis si besoin, un mandat d'amener, voire enfin, un mandat d'arrêt à toute personne ayant refusé de se présenter à leur convocation. Voilà. Donc Agnès Buzyn a refusé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on est tenté de se dire, les amis, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Hein. Après tout, c'est quand même dingue d'écrire un bouquin, de révéler de telles bombes, qui dans bien des pays auraient valu la prison, évidemment. Mais à la fin, on te dit non, tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux et eurent pas d'enfants parce qu'ils sont trop vieux. Et d'ailleurs, et c'est là où on va commencer à rentrer un peu dans le coup de gueule, c'est ce que nous disent les journalistes. Tout ça pour ça. Vraiment, les amis, j'ai eu cette impression, vous savez, de tout ça pour ça. Et ce qui est fort, c'est qu'ils nous le disent là. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est écrit ici. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai mis un petit trait, voilà. Alors, tout ça pour ça. Eux-mêmes, ils l'écrivent. Je vous dis, alors tout ça pour ça. Un non-lieu général annoncé? Oui, précisément. Tout ça pour ça. Et le problème, c'est que ces journalistes, donc messieurs Davet et Lhomme, très sincèrement, j'avais vraiment beaucoup j'avais foi en eux, soyons clairs.
Je trouve qu'ils font un boulot, ils ont fait un boulot assez chouette, assez extraordinaire, notamment avec Le Traître et le Néant, qui est rempli de révélations intéressantes, mais ça m'avait mis la puce à l'oreille sur un truc à l'époque. Mais je me suis dit, Rémi, t'es complotiste, t'es un fâcheux, donc ta gueule, Rémi. Mais là, je crois que le Rémi d'avant avait peut-être un peu raison. Parce que je vais vous lire ce que nous écrivent les journalistes dans leurs conclusions, à la lumière de tout ce qu'ils ont révélé. Si les irresponsables comme Emmanuel Macron avaient cru, irresponsables entre guillemets, avaient cru devoir qualifier les plaignants, ne sont pas ceux que l'on croit. Les investigations de la CJR l'ont établi de manière irréfutable. Pour autant, l'irresponsabilité dont l'État français a largement fait preuve en matière sanitaire, et ce depuis de longues années, ne revêt pas forcément de qualification pénale. L'enquête de la CJR a été officiellement clôturée le 28 novembre 2024. Il restait alors au procureur général de la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, puis, courant 2025, aux 3 juges à rendre leur ordonnance, sans doute un non-lieu général donc. Ainsi, sauf un vraisemblable coup de théâtre, il n'y aura jamais de procès dans l'affaire du Covid-19, en tout cas pour les ministres. Voilà. Voilà. Alors qu'ils sont conscients qu'ils ont révélé des choses, eux-mêmes te disent que c'est tout à fait scandaleux et que c'est grave. Non. En fait, non. Il n'y aura pas plus. Allez, et on arrive à... En fait, ce qui me pose vraiment problème dans ce livre. Parce que, depuis tout à l'heure, les amis, je vous révèle des choses qui sont scandaleuses, qui sont graves, je le redis, qui dans bien des pays auraient valu la prison à des gens. Soyons clairs. Mais, et l'impression que j'avais eue avec les précédents ouvrages de Davé et l'Homme, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'illusion du travail journalistique. J'y viendrai. Et ce qui m'a vraiment mis grognon, et ce qui m'a mis sur cette voie, si vous voulez, c'est le traitement du professeur Raoult dans l'ouvrage. Alors qu'on soit bien d'accord, ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas heurté, parce que je suis un pro-Raoult, un adorateur de Raoult. Je pense que, et d'ailleurs, son récent recyclage dans le monde de la cosmétique en témoigne de l'opportunisme. Avec le Covid, peut-être y a-t-il vu un opportunisme médiatique, l'attrait des caméras, le plaisir de la lumière. On peut reprocher énormément de choses au professeur Raoult. On doit lui reprocher énormément de choses. On doit reconnaître nombre de ses mérites sur son parcours, sa reconnaissance à l'international. Bref, on est chez juste milieu. Personne n'est parfait, personne n'est parfaitement condamnable, n'est que condamnable. Mais ce qui m'a rendu dingue, dans un livre d'investigation censé être sérieux, où on ne suit pas le discours dominant et tout ça, c'est le traitement du professeur Raoult. Alors, on a un champ lexical, je vous ai noté quelques expressions qu'on retrouve dans l'ouvrage. Fou du roi, personnage sulfureux. Page 299, une fois de plus, allez vérifier, je vous invite à le faire. On nous dit, s'il s'est fourvoyé avec sa molécule supposément providentielle, donc les journalistes nous disent ça alors qu'ils nous expliquent juste avant que Véran avait confiance et qu'il voulait un protocole sur, je cite, cette molécule supposément providentielle. Donc c'est dire à quel point les journalistes ne sont même pas honnêtes vis-à-vis de leur propre travail. Et c'est là où ça m'embête vraiment. Et pardon, oui, c'est cosmétologie, c'est pas cosmétique. Merci dans le rappel. Là où Raoult s'est recyclé. S'il s'est fourvoyé avec sa molécule supposément providentielle, au point de n'être plus soutenu aujourd'hui que par les complotistes de tout poil, ce qui fait du monde, il faut en convenir, l'épidémiologiste reste un témoin fréquentable d'un strict point de vue judiciaire, ce qui n'a pas empêché les magistrats de tenter de conserver leur distance avec ce personnage sulfureux qu'ils n'ont pas ménagé lors des auditions. Page 306, on peut lire ceci. Quant au professeur Raoult, c'est peu dire que son étoile a pâli. Visé par plusieurs plaintes, mis à la retraite par l'IHU, il est aujourd'hui au mieux considéré comme un savant fou, au pire comme un danger public. Dans tous les cas, il est désormais traité comme une brebis galeuse, mise au banc de la communauté scientifique. Personne dit ça. Et regardez ce qu'on entend sur le professeur Delfrécy, ce con, comme dit Agnès Buzyn, tout l'inverse du professeur Delfrécy, ce diplomate de la santé qu'il est devenu, jamais une parole plus haute que l'autre. Voilà. Donc en fait, on est évidemment dans une propagande médiatique classique, malgré l'apparence d'un travail d'investigation. Et là, on rentre dans quelque chose de très malin, de très cynique, avec le travail des journalistes, qui conclut, page 428, on a quand même ce passage, les amis, je vous lis, après je vous proposerai quelques éléments d'analyse. Alors, après avoir consulté tant de documents, pris connaissance de tellement de témoignages, il nous semble pouvoir conclure que la justice a bien fait son travail. Bien sûr, s'agissant de certains points précis, les juges ont parfois échoué. Ils n'ont pas pu, par exemple, établir l'origine exacte du virus, et leurs investigations sur l'introduction du Covid en France ne se sont pas révélées probantes.
Et ils ne sont pas parvenus non plus à déterminer avec précision le nombre de décès directement liés à la pénurie de masques ou à la tenue des élections municipales. Il leur a été impossible également d'accoler une incrimination pénale à une décision politique, certes tardive, celle de confiner le pays le 17 mars 2020. Voilà. Donc en fait, tous les motifs qui auraient pu amener en prison les responsables politiques de l'époque, l'enquête n'a pas pu travailler dessus. Non. Ils ont travaillé que sur les motifs qui n'entraînaient pas de prison. La preuve, il n'y en a pas eu. Donc, et tous les motifs qui auraient pu, non, c'était pas dans l'enquête. Mais la justice a bien fait son travail. Ah bah oui. Bah attends. Ils ont évité tous les motifs graves, mais c'est bien. Mais c'est bien. Donc ça, c'est un élément de conclusion des journalistes. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Vers quelle réflexion ça m'a amené, en tout cas, les amis, et ce que je voulais partager avec vous pour terminer cette séquence. On est dans ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans, tu vois, j'ai un reflux gastro-œsophagien. On est dans l'illusion du travail journalistique. Et c'est la première fois que j'ai cette impression-là, les amis, à ce point. C'est-à-dire que on a des révélations, on ne peut pas le nier. On a des bombes qui sont sorties, qui sont tout à fait scandaleuses, évidemment, évidemment. Mais tout ça transpire par toutes les pores la maîtrise, le calibrage des révélations. Parce que, et je me suis farci tout le bouquin, je vous invite à le faire pour ceux que ça intéresse, on parle des stocks de masques, on parle de l'impréparation, on parle de choses comme ça. Sur le vaccin, bubule. Le mot vaccin, je crois, doit être utilisé 4 fois ou 5 fois dans l'ouvrage. Vraiment. Alors, je veux bien que l'enquête se concentre sur 2020, mais on sait très bien que sur le vaccin, il y a des choses bien plus dures. Ne serait-ce que les négociations d'Ursula von der Leyen par SMS. Ils auraient pu mettre le nez dedans, nos amis journalistes. Ça, non. Ça, non. Donc, on n'a aucune référence à ça. On a une seule référence au cabinet de conseil. À un moment donné, c'est évoqué quelque chose comme 9 millions, je crois, pour une mission spécifique où on va chercher des cabinets, notamment McKinsey, mais pas plus. Les journalistes ne nous parlent pas non plus de la gabegie de pognon liée au cabinet de conseil. Pourtant, ça commence dès le début du Covid. Donc, on est, effectivement, c'est l'expression qu'utilise, je crois que c'est Juan Branco qui l'utilise souvent, mais qu'on retrouve dans bien des ouvrages d'analyse du genre, c'est du damage control. Excusez-moi pour l'accent anglais, je suis une pompe à vélo. On est dans le damage control, c'est-à-dire on donne l'illusion de la révélation, on donne l'illusion du travail bien fait, mais on sait précisément ce qu'on donne. On donne du grain à moudre pour se couvrir en disant hey, on fait le taf. Vous avez vu, on fait le taf. Mais en fait, vous faites bubule. Vous faites bubule parce que vous contribuez de manière assez cynique à donner l'illusion du travail pour calmer les ardeurs de gens qui sont de plus en plus nombreux à voir qu'on s'est fait baiser avec le Covid. Et donc, vous leur donnez du grain à moudre en disant « Mais si, c'est bon, vous avez vu, le taf est fait, c'est bon, c'est bon. Le taf est fait, rentrez chez vous, pas de problème. » Sauf que non, ne nous laissons pas tromper avec ça. Oui, il y a des révélations qui révèlent toute la saloperie qui a eu lieu en haut lieu au moment du Covid, mais ne nous laissons pas berner par cette illusion journalistique. Il faut évidemment saluer les révélations qui sont faites, mais comment comprendre que l'on en reste là ? Et donc, si vous voulez, les amis, j'avais envie de finir sur une réflexion qui est pas bien. Elle est pas belle. Elle est pas belle, la réflexion, mais je crois qu'à un moment donné, et ça n'est que mon avis personnel, je crois qu'il faut accepter de remettre en doute certains tabous. Certains tabous sur la question de la justice. Parce que aujourd'hui, c'est le discours habituel. Hein. Laissons la justice faire son travail, il faut tout faire, il n'y a pas de problème, machin et tout ça. Il faut respecter la justice. C'est une sorte de tabou, c'est une sorte de pilier immuable que rien ne peut venir critiquer. Mais alors que l'on vous explique dans ce livre, on vous explique très clairement que les gens qui ont témoigné sous serment ont été briefés par l'Élysée. Je veux dire, on est sur une rupture fondamentale du respect de la loi, précisément. Alors que les gens qui ont été incriminés puis blanchis n'ont eux-mêmes pas respecté la justice et l'ont trahi. C'est ce que révèle le livre. Comment peut-on considérer que ces gens-là s'en sortent libres ? Et donc, c'est le fameux responsable mais pas coupable de Georgina Dufoy dans l'affaire du sang contaminé. Mais c'est une réflexion que je mets sur la table et qui est vraiment apparue là ce matin en finissant ce bouquin. C'est qu'à un moment donné, ce responsable mais pas coupable est bien la preuve de l'illusion de justice qui concerne les puissants en France, qui concerne les gouvernants. Mais dans un pays sain, est-ce qu'on peut réfléchir à une forme de culpabilité par responsabilité ?
C'est-à-dire que si la justice ne parvient pas à prouver par des faits que vous avez commis un délit ou un crime, quand vous êtes impuissant, quand vous êtes un gouvernant, évidemment, c'est ce qui se passe là. Oh, la justice n'a rien prouvé. Bon, elle n'a pas enquêté sur les éléments sur lesquels elle aurait pu envoyer en prison ces gens-là, mais elle n'a rien trouvé sur les autres éléments qui n'étaient pas dangereux. Mais dans un pays sain, on a une forme de culpabilité par responsabilité. Dans la mesure où vous avez été aux manettes, que votre travail n'a pas été bien fait, la première preuve, c'est que vous avez été aux manettes et que le travail n'a pas été bien fait. Point. Surtout quand on voit que ces gens-là ont menti sous serment. Ils ont été briefés par le président de la République. Et on arrive à expliquer que ces gens-là ne sont pas en prison. Donc, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ensuite une forme de populisme, de rejet des élites? Vous mettez absolument ce que vous voulez quand on fonctionne dans une dictature bananière de la sorte. C'est assez clair. Rendez-vous compte que ce que nous explique l'ouvrage, en prétendant faire un vrai travail, c'est que sur le Covid, il n'y aura aucune sanction. Je ne parle même pas de prison, je ne parle même pas de peine de prison. Je parle de sanctions. Les Véran, les Buzyn, tous les représentants politiques qui ont été aux manettes et qui ont monnayé leur silence. C'est le cas d'Agnès Buzyn. Fonctionnement mafieux, chimiquement pur. Ces gens-là n'iront pas en prison. Et sous-entendre qu'ils devraient y aller, c'est le début de l'extrême droite, c'est le début du fascisme, c'est le début de la justice. Mais ces gens-là ont menti sous serment, donc ils n'ont pas respecté la justice. Donc évidemment que la décision de justice qui a été rendue, je lui pisse au cul. Pour être à égalité avec ces représentants politiques, on nous explique qu'ils ont menti sous serment. Donc cette décision de justice, en tant que citoyen, je ne la respecte évidemment pas. Donc c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, les amis, ce livre qui est à la fois une illusion de journalisme, à la fois une nouvelle preuve de l'impunité de nos élites et de leur capacité à nous dire, vous avez vu, on va agiter devant vous ce qui devrait créer une révolution et vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes des clébards. Vous êtes des clébards, vous ne prenez même pas la peine de lire les preuves qu'on vous met sous les yeux. Et c'est ce que je voulais faire, les amis. Je voulais faire cette vidéo le plus vite possible pour vous montrer qu'ils nous mettent les preuves sous les yeux. Tout est là, tout est là. Les partis d'opposition peuvent lire ça, et peuvent saisir, peuvent faire des procédures en destitution. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est pour ça que des guignols comme moi sont là pour vous dire, ils nous mettent les preuves sous les yeux, je vais perdre mon temps, je vais les lire, et je vais vous les raconter. Pour expliquer que de Mélenchon à Le Pen, si rien n'est fait malgré ça, c'est que ce sont des ordures, ce sont des escrocs en fait, tout bonnement. Parce que ça vaut une procédure en destitution. Un président de la République qui a donné des éléments de langage à des gens qui devaient témoigner sous serment concernant le Covid, pour cacher des choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc désormais, une fois de plus, j'attends de nos partis d'opposition, quel qu'il soit, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je tirerai mon chapeau, j'en parlerai dans Juste Milieu, et j'applaudirai le moindre représentant politique qui s'engagera dans cette démarche, de visibiliser ça, et de dire nous devons virer ces ordures qui sont au pouvoir. Et s'ils ne le font pas, c'est de la complicité. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Les juges et l'assassin, Davé et l'homme, c'est en librairie. Le boulot est fait. J'espère que cette séquence vous a plu, les amis. On va partager ça ce soir sur YouTube. J'espère que, j'avais hâte, vraiment. En plus, j'adore les bouquins, ça me plaît. Et de vous proposer ce genre de vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi un peu dans le chat, les copains, si cette séquence vous a semblé claire, intéressante ou pas. Voilà, de faire un peu le boulot. C'est aussi ça, juste mieux. Essayez, voilà. Ils nous agitent les preuves sous les yeux. Alors moi, je les regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, naturellement, je pisse au cul à tous les représentants politiques qui ne parleront pas de ça, bien évidemment. Donc voilà les copains, ce que je pouvais vous dire. Alors, je vais filer, mais on se retrouve à 18h chez Idriss Aberkane, chez l'ami Aberkane, les copains. C'est pour ça que je fais une petite pause avant d'enchaîner, parce que, t'as vu, je suis gros, mais j'ai la forme, j'ai du gaz. Je vous mets le lien dans le chat sur Twitch, vous êtes très nombreux, merci les copains. Vous êtes presque 600, vous êtes 2000 en tout à regarder là, en direct en ce moment. Vous êtes quasiment 2000 entre Twitter, Facebook et TikTok. Merci les amis, c'est un truc de fou. Donc, rendez-vous à 18h chez Idriss Aberkane pour
un échange sur la situation aux États-Unis. Ça va envoyer du bois, ça va être un vrai débat. Voilà, parole de pangolin, je vais représenter toute la famille juste milieu. Venez les amis. Donc, je vous donne rendez-vous à 18h. Et puis après, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Les copains, c'était un plaisir d'être avec vous cette semaine de Grand Chelem. On s'est vu tous les soirs. Et la semaine prochaine, alors, je vous donne rendez-vous dimanche pour interview sur la pièce Snowden de l'ami Sylvain Bastonero. C'est une pièce à Paris qui parle de l'affaire Edward Snowden. Ce sera dimanche à 19h sur Juste Milieu et on se retrouve la semaine prochaine les copains, 16h45, le Juste Bistrot, plein gaz, plein badin. Je vous embrasse, passez un excellent week-end, à tout à l'heure chez Idriss Aberkan. Vive la rigolade, vive la France.